burn-out et épuisement professionnel. Ce dont je vais vous parler ce soir, c'est encadré par la Haute Autorité de Santé, donc c'est une pathologie qui est reconnue et qui est encadrée dans les bonnes pratiques thérapeutiques. Et ce soir, je m'adresse en réalité à toutes les personnes qui vont être confrontées soit à titre personnel à ce qu'est un épuisement professionnel, mais éventuellement aussi tous les thérapeutes qui vont peut-être être confrontés à accompagner des personnes en souffrance et souffrant d'épuisement professionnel. Donc, il se définit par un épuisement physique, émotionnel et mental qui résulte d'un investissement prolongé dans des situations de travail exigeantes sur le plan émotionnel. Donc, la définition est assez large parce qu'en réalité, il y a de très nombreux facteurs qui vont venir définir ce qu'est un burn-out. Mais souvent, ce que je dis quand même à mes patients, c'est que c'est quand même la maladie des gens qui sont investis, qui sont plutôt impliqués et qui sont plutôt dans une recherche d'excellence et de perfection. Hein, les personnes qui ne sont pas investies ou qui ne cherchent absolument pas à exceller ne souffrent quasiment jamais de burn-out et jamais d'épuisement professionnel. Donc, c'est quand même une pathologie qui touche des gens qui se pensent, qui se croient à l'abri d'une certaine forme de faiblesse parce que depuis le début, ils ont cherché à exceller, à briller et à performer. On va se baser également ce soir sur les travaux d'une dame qui a énormément écrit sur ce syndrome, qui s'appelle Christina Maslach, et qui ont permis de concevoir ce syndrome d'épuisement professionnel comme un processus de dégradation du rapport subjectif au travail à travers 3 dimensions, et on va aller les explorer ce soir. Donc, l'épuisement professionnel, il faut l'intégrer dans une durée dans le temps. Ça arrive pas, ça arrive du jour au lendemain, mais ça s'installe sur plusieurs mois, voire même plusieurs années. On arrive en syndrome d'épuisement professionnel après être passé par de très nombreuses phases, et puis à un moment donné, le coup près tombe et l'individu est en souffrance, en maladie. Alors évidemment, hein, ça va d'abord être l'épuisement émotionnel qui va être au centre de la problématique du syndrome du burn-out. Émotionnellement, on n'arrive plus à faire face. Donc, la moindre facture, le moindre coup de téléphone, la moindre information qui est un stress parce qu'elle va nous demander de nous adapter, n'est plus possible. Donc, on est en épuisement émotionnel. Donc, que ça soit à la fois dans le cadre du travail ou à la fois dans un cadre personnel, parce que parfois les employeurs disent, mais ça ne vient pas du travail, ce n'est pas une maladie professionnelle, ça vient de la vie personnelle de l'individu. Alors, en fait, ça vient de la vie de l'individu et le travail fait partie de la vie de l'individu. Donc, en fait, on ne distingue pas dans l'épuisement émotionnel les événements qui vont venir épuiser particulièrement l'individu. Par contre, sur le plan du travail, on va être capable de distinguer ce qui est au centre de la problématique. Et donc, c'est le deuxième point décrit par Christina Maslach, qui est un certain cynisme vis-à-vis de son travail, une forme de dépersonnalisation, une certaine déshumanisation, voire indifférence. C'est-à-dire qu'en fait, on a le sentiment d'être interchangeable, on a le sentiment qu'il n'y a aucune reconnaissance dans notre tâche, qu'on n'est pas une valeur ajoutée à l'entreprise, mais qu'au contraire, on est un pion parmi d'autres, et qu'en fait, on n'a plus un rapport d'être humain à être humain, mais qu'on a un rapport de machine entre nous. Donc, ce point-là est vraiment un point central dans l'épuisement professionnel parce que pour le coup, il définit notre rapport au travail dans ce syndrome-là. Et donc, le troisième point qui va entrer dans le processus donc, de dégradation du rapport subjectif au travail, c'est donc la sensation d'une diminution de l'accomplissement personnel au travail et une réduction de l'efficacité professionnelle. C'est-à-dire que de ce sentiment d'inutilité, d'indifférence, de cynisme, d'interchangeabilité, eh bien, du coup, on a le sentiment que finalement, on ne sert à rien, qu'on n'est d'aucune utilité et que, alors là même que le travail est censé être un vecteur d'accomplissement et d'épanouissement et de participer à nous donner du sens à notre vie, eh bien, au contraire, et ça vient là sonner un coup près par rapport à notre investissement quant au travail et on observe une diminution de l'accomplissement personnel au travail. Alors, les manifestations, quelles sont-elles? Donc là, on rentre dans... Donc, on a cette
symptomatologie globale du syndrome avec les facteurs qui vont venir impacter la dégradation du rapport au travail. Mais les manifestations, c'est ce que l'individu va pouvoir percevoir. Donc, c'est un ensemble syndromique, comme je vous l'ai dit, qui va nécessiter une démarche diagnostique. Et celle-ci va viser à caractériser la sévérité du trouble, son type diagnostic et ses liens avec les conditions de travail. Donc ça, c'est le diagnostic du burn-out est réservé aux médecins, aux professionnels de santé qui sont formés à évaluer ce qu'est un burn-out. Mais principalement, on va quand même le laisser au monde médical parce que c'est eux qui sont en capacité ensuite d'enclencher toute l'orchestration de la cohérence de prise en soin de l'individu. Donc, généralement, c'est le médecin qui va poser un diagnostic de burn-out ou d'épuisement professionnel, mais un psychologue est largement en capacité également de déposer un diagnostic de cette nature-là. Donc, le syndrome d'épuisement professionnel, c'est comme je vous disais, ce n'est pas une maladie caractérisée, c'est un ensemble de symptômes qui définissent un syndrome. Donc, ce syndrome va se traduire par des manifestations plus ou moins importantes, d'installation progressive et souvent insidieuse, en rupture avec l'état antérieur. Et notamment, donc, on a des manifestations de type émotionnel. Donc ça, c'est vraiment les principaux éléments qui vont enclencher des demandes de consultation. Donc, il y a les troubles anxieux, bien évidemment, les syndromes d'anxiété. Il y a des tensions musculaires diffuses avec parfois des sensations même de crampes ou de courbatures dans le corps. Une tristesse de l'humeur, donc une tristesse globale caractérisée par souvent des pleurs, un manque d'entrain, un manque d'envie, une irritabilité, donc la sensation d'être vraiment à fleur de peau, alors tant pour les pleurs que pour les cris, une hyper-émotivité, une hypersensibilité. Donc, ça peut être aussi d'être hypersensible au bruit, au son, à des discussions, à des odeurs. Ça peut être une hypersensibilité à la lumière. Donc, ça va être des choses qu'on va tolérer parfois avant, puis on a du mal à tolérer. Et puis, on peut aussi observer une forme d'apathie avec une absence d'émotion, une anédonie, et des troubles cognitifs comme les troubles de la mémoire, comme des troubles de l'attention, comme des troubles de la concentration et comme ce qu'on appelle les troubles de la fonction exécutive. Alors, qu'est-ce que c'est les troubles de la fonction exécutive? Normalement, quand on doit procéder à l'élaboration d'une tâche, par exemple se brosser les cheveux, eh bien, en fait, dans notre tête, on va dire, ah tiens, je vais me brosser les cheveux. Et en fait, cette tâche-là va mettre en place dans notre cerveau tout un processus de tâches pour qu'in fine, on ait les cheveux brossés. Donc, on va se rendre là où il y a la brosse à cheveux, on va la récupérer dans le tiroir, on va la sortir du tiroir, on va la tenir dans une main qui est efficace, ça peut être la main droite, ça peut être la main gauche, et puis ensuite on va mettre en place des gestes répétés jusqu'à ce qu'on considère que la tâche est accomplie, qu'il n'y a plus donc de nœuds dans les cheveux et qu'on a effectué et exécuté la tâche dans sa globalité. On remettra alors la brosse à sa place, on refermera le tiroir et on changera de place. Donc, toute cette exécution de tâches, c'est ce qu'on appelle les fonctions exécutives. On va planifier une tâche et on planifie des tâches dans notre journée, toute la journée en fait. C'est-à-dire que n'importe quelle tâche va nécessiter une planification avec un ordre d'exécution. Là, si je cherche à me brosser les cheveux, mais que je ne vais pas chercher la brosse, eh bien, en fait, ma tâche ne pourra pas être exécutée. Donc, dans les pathologies neurodégénératives et dans les pathologies de stress majeur, en fait, on perd l'exécution des tâches, on perd la planification des tâches et on se retrouve parfois à avoir les clés dans les mains et on se dit qu'est-ce que je dois faire, où est-ce que je dois aller, à quoi ça sert. Et en fait, on a perdu l'exécution d'une tâche. Donc, ça peut tout à fait se récupérer quand c'est transitoire, comme dans le cadre d'un syndrome d'épuisement. Malheureusement, dans certains cas de pathologie neurodégénérative, c'est ça qu'on ne récupère pas et c'est ça qui nécessite une prise en charge rééducative. Ce n'est pas le cas ce soir. Ce soir, on parle des fonctions exécutives dans le cadre des manifestations émotionnelles du trouble de l'épuisement, du syndrome de l'épuisement professionnel, mais c'était juste pour faire une petite aparté pour vous expliquer ce qu'était une fonction exécutive. Donc,
Encore une fois, là, je vous ai fait un éventail de manifestations émotionnelles qui peuvent être rencontrées, mais comme je l'ai dit, comme je l'ai répété plusieurs fois, dans la mesure où c'est un syndrome, on n'est pas obligé d'avoir tous les éléments pour que le diagnostic de syndrome d'épuisement soit déposé. Mais néanmoins, on a quand même un tableau global de fatigue. Donc, on appelle ça un émoussement émotionnel global, c'est-à-dire qu'on n'est plus très bien capable de nous adapter, de faire face, et il y a une forme de lassitude qui s'installe. Le second type de manifestation progressive insidieuse qui font penser à l'installation d'un syndrome d'épuisement professionnel, c'est les manifestations qu'on dit comportementales ou également interpersonnelles. Alors là, c'est en lien dans notre comportement, soit avec nous-mêmes, donc un comportement de soi avec soi, soit un comportement avec les autres. Donc c'est plutôt une tendance vers un repli sur soi, un isolement social, un comportement agressif, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, avec cette irritabilité et cette hypersensibilité qui peut parfois virer à l'agression de l'autre et à la violence, la diminution de l'empathie, du ressentiment et une forme d'hostilité à l'égard soit des collaborateurs de travail, soit des collaborateurs de vie, nos partenaires de vie, avec aussi parfois la mise en place de comportements addictifs. Alors, je vais juste faire un petit aparté sur le mot empathie. Donc, nous, je m'adresse probablement à des soignants. Dans la notion d'empathie, il faut comprendre qu'en réalité, c'est notre capacité à accueillir l'autre, mais sans prendre pour soi. Quand on prend pour soi, c'est de la sympathie, c'est pas de l'empathie. L'empathie, c'est se mettre à la place de l'autre, accueillir les émotions de l'autre, mais sans les prendre pour soi. Si on prend l'émotion de l'autre, mais qu'on la prend pour soi, c'est-à-dire qu'on est capable de la vivre à travers l'autre, là, on est dans la sympathie et plus dans l'empathie. Et si je fais cette notion, cette différence, c'est que dans le soin, il est fondamental de rester à la place de l'empathie et pas de la sympathie. Parce que une des professions les plus exposées à l'épuisement professionnel, c'est la profession des soignants, qui ont parfois tendance à confondre empathie et sympathie. L'empathie, c'est, OK, tu me déposes ton émotion, mais je sais qu'elle t'appartient, elle n'est pas ma vie, je ne me mets pas dans ta peau. Je l'accueille, je la reçois, mais je ne la prends pas pour moi. Tu restes maître de ton émotion, elle est à toi, c'est ta situation. Et c'est très important pour la longévité d'un soignant d'être capable de faire la distinction entre empathie et sympathie. Sinon, si on n'est que dans la sympathie, ou si on a trop tendance à être dans la sympathie, eh bien, alors on va aller droit dans l'épuisement professionnel, parce qu'on va prendre toute la journée, tous les jours, l'émotion de l'autre. Et quand le patient vient une fois en consultation, lui, il vient une fois dans la journée, une fois par semaine, une fois par mois, une fois tous les 15 jours. Mais nous, quand on a parfois 10 patients dans la journée, en fait, il faut comprendre que si on prend à chaque fois, ça nous charge et ça nous charge beaucoup très vite. Donc, c'est très, très important d'avoir en tête cette distinction entre empathie et sympathie. Sympathie, c'est des gens avec qui on va partager un affect, avec qui on a du lien émotionnel, avec qui on a peut-être une proximité de famille ou d'amitié, où on va être impliqué émotionnellement. Dans le cadre de l'empathie, on n'a pas d'implication émotionnelle. Et donc, petit à petit, avec le temps, c'est vrai que cette distinction s'acquiert, se travaille et s'apprend. Alors, un troisième type de manifestation, ce sont les manifestations qu'on dit de type motivationnel ou également liées à l'attitude. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que l'individu va avoir tendance à se désengager progressivement de son travail. Il ressent une forme de baisse de motivation, une baisse du moral, un effritement des valeurs associées à son travail et la mise en place de doutes sur ses propres compétences, avec une remise en cause professionnelle, avec une dévalorisation. Moi, c'est vrai qu'à titre personnel, je sais que quand je commence à ressentir ça, ça veut dire qu'il faut que je parte en vacances parce que
c'est que je commence à être fatiguée et que avec le temps, j'ai repéré les points qui font que là, si je ne vais pas en vacances ou si je continue sur la même lignée, ben, d'abord, je vais être moins performante avec mes patients, mais surtout, je vais m'user moi, je vais m'abîmer. Donc, c'est très important de prendre des vacances. Euh, Nous, on fait un travail de soins. On ne peut pas fonctionner comme d'autres soignants, comme d'autres professionnels avec un certain nombre de vacances délimitées. Il va falloir qu'on arrive à connaître notre rythme de travail et nos besoins en termes de repos. Donc, ça demande du temps après à se connaître. Et puis, ça va évoluer dans le temps, bien évidemment. C'est-à-dire que c'est pas parce que ça a été valable quelques années que ça sera tout le temps valable. Donc, ces notions motivationnelles qui sont liées à une attitude sont très importantes. Et encore une fois, je vous invite à être très vigilant en tant que soignant parce que quand on commence à se dire que bah, on ne sert à rien, qu'on n'est pas performant, euh, qu'on a une forme de baisse de motivation à aller au travail, eh bien, il faut se dire, ah là, peut-être qu'en fait, c'est simplement que je suis fatiguée, qu'il faut que je prenne du repos et que je pense à moi. Et puis, évidemment, les manifestations sont également d'ordre physique. Hein, c'est une grande fatigue, une très, très grande fatigue avec des grands troubles du sommeil, avec ce qu'on appelle les troubles musculo-squelettiques, c'est-à-dire les douleurs dans le dos, les douleurs dans les cervicales, les douleurs dans le cou, dans la nuque, les douleurs dans les articulations. Il y en a des crampes, on a des céphalées, on a des vertiges, on a des pertes d'appétit ou au contraire des grands besoins d'alimentation. Et puis évidemment, tous les troubles gastro-intestinaux sous forme de constipation ou de diarrhée qu'on va retrouver. Encore une fois, on n'est pas obligé d'avoir tout le tableau, mais on a les 4 familles de manifestations systématiques dans les tableaux d'épuisement professionnel. Alors, quels sont les facteurs de risque maintenant? Eh bien, la recherche des facteurs de risque commence par l'analyse des conditions de travail. Et cette analyse va reposer sur une démarche structurée, coordonnée par le médecin du travail, qui est lui le grand organisateur normalement du, du- du suivi du patient une fois qu'il a été diagnostiqué, en fait, par un médecin de ville généralement. Mais on prend attache auprès du médecin du travail qui, lui, va coordonner la reprise du travail éventuel de l'individu. Et puis, normalement, il y a une équipe pluridisciplinaire avec un ergonome, un psychologue du travail, etc. Là, je vous parle du cas idyllique qui arrive quasiment jamais, mais qui est en tout cas retenu par la Haute Autorité de Santé. Alors, les 6 catégories de facteurs de risque psychosociaux vont être repérés par l'intensité et l'organisation du travail, c'est-à-dire comment on s'organise, est-ce qu'on est surchargé, est-ce qu'il y a des missions qui sont définies ou pas définies, est-ce que les objectifs sont réalisables ou pas réalisables, est-ce qu'il y a aussi des rapports financiers qui sont en lien avec ce besoin de performer, c'est-à-dire que parfois on est, notre rémunération est sous-tendue par l'obtention de primes obtenues en fonction de certains objectifs, mais si on nous met des objectifs qui sont inatteignables, eh ben, on n'aura pas ces primes, donc il y a une notion en plus d'insécurité financière. Donc ça, c'est comment l'individu vit son organisation au travail. Ensuite, le deuxième point de facteur de risque, c'est donc l'exigence émotionnelle importante avec la confrontation à la souffrance, à la mort et la dissonance émotionnelle. Alors, ça, c'est typiquement en lien avec les professions d'accompagnement. Alors, évidemment, on pense aux soignants, mais moi, je vois très souvent des pompiers, des policiers. J'ai eu des CRS en consultation qui se retrouvaient au moment des manifestations des Gilets jaunes dans des très grandes souffrances en lien avec leur travail. J'ai aussi les professions en lien avec le droit, les avocats, les juges, qui sont aussi des professions qui sont en lien avec l'humain, et puis évidemment tous les travailleurs sociaux, donc en lien avec le social, donc les assistantes sociales, les travailleurs sociaux, les associations de droit aux personnes, et notamment les personnes de droit aux personnes en situation de handicap. Donc, toutes ces professions-là sont des professions à risque parce que l'exigence émotionnelle en lien avec leur activité professionnelle est très intense. Le troisième point, c'est quelle est l'autonomie? Quelle est la marge de manœuvre de l'individu? Donc, parfois, l'individu
a très peu d'autonomie et c'est une souffrance. Parfois, il a trop d'autonomie et c'est une souffrance aussi. Donc, en fait, il va falloir qu'on évalue l'autonomie nécessaire à chaque individu. Pas tous les individus sont en capacité d'être salariés, pas tous les individus sont en capacité d'être indépendants. Il va falloir qu'on se connaisse et qu'on arrive à déterminer ce qui est bon pour nous. Alors, les relations au travail, c'est le quatrième facteur qui est central, hein, c'est le rapport à nos collègues de travail. Donc, ça va être s'il y a des conflits, s'il y a des problèmes de chef-faillon qui maltraitent un salarié avec des problèmes de harcèlement au travail. Donc, ça, c'est vraiment le nœud des problèmes d'épuisement professionnel dans le cadre des fonctions salariées, avec parfois donc, le cinquième point qui est les conflits de valeurs. Donc, on a parfois les entreprises qui veulent amener leurs salariés dans certains domaines de valeurs et qui sont à l'encontre des valeurs de l'individu. Moi, j'ai accompagné une jeune femme en souffrance d'épuisement professionnel qui se retrouvait à avoir des convictions écologiques très, 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 très fortes, qui étaient chevillées à son corps dans son engagement au quotidien et qui travaillait pour une entreprise dont les valeurs ne prenaient pas vraiment l'écologie. Et ça l'a amenée au burn-out et elle a décidé de changer d'employeur parce que, en fait, le conflit de valeurs était tel qu'elle n'a pas été en capacité à reprendre son travail. Ce n'est pas un échec, en fait. C'est de comprendre que c'est juste qu'on découvre qu'on n'est plus fait pour ça. On l'a peut-être été à un moment donné, mais là, aujourd'hui, les valeurs qu'on prenne, elles prennent trop de place et qu'on a besoin de défendre nos valeurs dans notre quotidien. Et puis, un des éléments de facteur de risque, ça reste quand même aussi l'insécurité face à l'emploi, donc la précarisation des salariés, la précarisation des individus, alors tant aussi sur le plan des travailleurs indépendants qui sont aussi dans une grande insécurité professionnelle. Donc, cette notion d'insécurité est à prendre en compte dans les facteurs de risque de l'épuisement au travail. Alors, si je vous parle de ce sujet ce soir, c'est parce qu'il touche 2,5 millions d'individus en France. Et donc, c'est vraiment un chiffre qui est colossal. Ça représente 35% des salariés qui sont en situation de burn-out, dont 13 qui sont en situation de burn-out sévère. Donc, si je parle de ça, c'est parce qu'en fait, peut-être que vous êtes soignant, peut-être que vous avez dans votre entourage, peut-être avez-vous vous-même souffert d'épuisement professionnel. Avec 2,5 millions d'individus, il est absolument impossible que vous n'ayez pas été confronté à cette problématique en tant que salarié. Et donc, en tant que soignant, vous allez être confronté à des individus qui sont en situation de burn-out, voire en situation de burn-out sévère. Moi, je vais accompagner des infirmières pendant le temps de Covid et ça a été des situations de grande, grande souffrance psychique, tant sur les valeurs que les charges de travail, que les conditions de travail, etc., etc., etc. Donc, la prévalence de ce syndrome est colossale. Donc, le burn-out, il est très courant en France. Toutes les études épidémiologiques en parlent. On considère, selon l'étude scientifique, qu'on a 3,1% des femmes et 1,4% des hommes. Et c'est environ 2% des salariés en France. Donc, c'est énorme. Outre l'impact humain de l'épuisement professionnel, le stress au travail a également un prix pour la société. Le coût du stress dans l'entreprise est évalué à 3 milliards d'euros par an en France. Et l'essentiel, il y a des pathologies psychiatriques. Donc, on parle quand même d'une pathologie qui est extrêmement courante, extrêmement grave, parce qu'elle va toucher l'ensemble de l'organisme et avoir une prévalence sur l'ensemble de la population des salariés en France. On peut tous être concernés par cette souffrance au travail, surtout quand on est impliqué. Alors, au centre de la prise en charge de l'individu, ça va être l'accompagnement pluridisciplinaire. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que l'individu ne va pas s'en sortir seul quand on a un épuisement professionnel sévère, quand on a un burn-out sévère, on ne peut pas s'en sortir seul, c'est une maladie et elle nécessite un accompagnement qui va être pluridisciplinaire. Donc, généralement, il y a le médecin de ville et ou le psychiatre, le médecin du travail, la médecine du travail, et puis un accompagnement psycho-émotionnel, 1, 2, peu importe. Il peut y avoir une prise en charge psychocorporelle avec peut-être du yoga ou de l'ostéopathie ou des séances d'acupuncture, etc. Donc, toutes ces
pathologies vont travailler de manière intégrative pour accompagner le patient vers un rétablissement. Donc, il y a très souvent, dans les recommandations de l'HAS, deux grandes familles d'accompagnement. Évidemment, un accompagnement médicamenteux, parce que le corps est au centre de la problématique, il y a un épuisement. C'est comme si on avait asséché les réserves et les ressources. Donc, un accompagnement chimique va être nécessaire pour redynamiser l'organisme de l'individu. Donc là, on nécessite une prise en charge médicale et ou psychiatrique, selon les capacités du médecin traitant demandé. Et puis, dans les recommandations de la HAS, on a un volet prise en soins psychocorporel qui est très important, qui est aussi important que l'accompagnement médicamenteux, chimique. Au centre des recommandations de la HAS, il y a les pratiques de méditation, et notamment les pratiques de méditation de pleine conscience. Pourquoi? Parce qu'en fait, elles vont venir recentrer l'individu, déjà dans l'ici et maintenant, c'est-à-dire arrêter de se projeter dans une futurisation qui est anxiogène pour l'individu, donc c'est de revenir à l'instant T, et puis de le faire se reconnecter à ce qui est essentiel pour lui. Et ça, ce sont des pratiques qui vont être des pratiques psychocorporelles, comme la méditation de pleine conscience, et qui sont au centre des recommandations de la HAS. En effet, ce qui va permettre à l'individu un rétablissement du syndrome du burn-out, c'est de redonner du sens à notre travail. Parce que, en fait, si on travaille pour travailler, eh bien, en fait, à un moment donné, on perd complètement de vue pourquoi on travaille. On ne mange pas pour manger, on ne dort pas pour dormir, on ne travaille pas pour travailler. En fait, si ces choses-là sont faites pour simplement le fait qu'elles sont, elles vont se dégrader dans le temps. C'est-à-dire que la fonction, par exemple, du nourrissage, si on ne mange que pour manger et qu'il n'y a aucun moment de notion de plaisir, d'envie, de besoin qui sont associés, eh bien on va perdre la notion du besoin de manger. De la même manière que pour le sommeil, c'est pareil. On ne dort pas pour dormir. On dort parce qu'en fait, on explore une autre dimension de nous-mêmes qui s'appelle les rêves, qui s'appelle l'inconscient, et on dort en fait à la fois évidemment pour se reposer, mais aussi pour, comme si on existait d'une autre manière, dans une autre dimension, dans une autre réalité. Et le sommeil est absolument fantastique quand on l'explore de cette manière-là, parce que bien, c'est un autre nous-mêmes, c'est une autre version de nous-mêmes où tout est possible, où on peut voler, on peut aller dans un autre pays, on peut aller sur notre planète. C'est un monde qui est extraordinaire à explorer et qui permet en fait de nous reconnecter à nous-mêmes. Et puis, l'épuisement professionnel, il vient poser la question de notre valeur. C'est-à-dire que quand on vit ce choc de l'épuisement au travail, qu'on n'a parfois pas vu venir et pourtant il s'est installé insidieusement pendant des mois, voire des années, on a l'impression qu'on n'a plus aucune valeur, qu'on ne sert plus à rien, qu'on a perdu notre place dans la société. Et l'accompagnement psychocorporel va être de nous redonner de la valeur, de nous remettre au centre de notre vie. Tout à l'heure, on a parlé de sens, mais ça participe, la valeur fait partie du sens de la vie. C'est-à-dire qu'on doit se considérer avec une valeur importante, individuelle, qui est nécessaire pour une existence équilibrée. Enfin, l'épuisement professionnel, le burn-out, est pour moi l'occasion de changer notre propre regard sur nous-mêmes et sur la place du travail dans notre vie. Donc, très souvent, quand j'accompagne des patients qui sont en épuisement professionnel, moi, j'ai en tête qu'en fait, ils seront un des plus beaux cadeaux de leur vie. Alors, bien évidemment, je me garde bien de le leur dire au premier rendez-vous parce qu'ils sont dans un épuisement, ils sont fatigués, etc. Mais très souvent, je me dis, ah, chouette, ça va être une super expérience pour lui, pour elle, parce qu'en fait, il va découvrir ou elle va découvrir des facettes d'elle-même et peut-être
s'ouvrir à autre chose. Et je trouve ça fantastique de pouvoir explorer des tas de choses dans notre existence, que rien n'est figé, que bah oui, ça a fonctionné un temps, ça ne fonctionne plus, puis c'est pas grave. Et donc, c'est l'occasion de mieux nous connaître, de nous faire un cadeau, de nous rencontrer. Parce que certains passent leur vie à passer à côté d'eux. Et l'épuisement professionnel nous impose de nous poser et de prendre le temps de nous rencontrer nous-mêmes. Alors, tout au long de cet accompagnement, eh bien, en fait, en tout cas pour ma part, et ce que je défends, mais pas que moi, hein, la Haute Autorité de Santé également, c'est l'importance des pratiques méditatives et respiratoires dans l'accompagnement des souffrances au travail. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces pratiques méditatives et respiratoires vont complètement inviter l'individu déjà à se poser, à venir se connecter à ce qui a du sens pour lui, puisque c'est essentiel dans le rétablissement, mais également se questionner sur notre valeur et sur nos valeurs, sur celles qu'on veut défendre dans notre existence. Et à aujourd'hui, les meilleurs outils au monde qui existent pour répondre à ces besoins-là, ce sont les pratiques méditatives et respiratoires. Parce que d'abord, elles existent depuis des millénaires pour ça, et que ce sont des vecteurs de rencontre de nous-mêmes. Elles vont être le meilleur moyen de nous explorer et de nous rencontrer. Alors, pour continuer et pour clore cette conférence, comme je vous l'avais dit en début de Coffee Talk, eh bien, en effet, je vous propose un diplôme universitaire qui s'appelle Diplôme universitaire de méditation et de pratique respiratoire, dans lesquels on va venir explorer la méditation de pleine conscience notamment, mais sur un versant très TCC, c'est-à-dire thérapie cognitivo-comportementale, puisque la méditation de pleine conscience fait partie des familles des TCC et qu'il s'agit en fait de changer un comportement. On a un comportement au travail qui dysfonctionne, qui amène à l'épuisement. Donc, il va falloir qu'on change notre comportement, notre rapport au travail. Et pour changer de comportement, on va utiliser les thérapies comportementales qui sont extrêmement efficaces et la pleine conscience fait partie des familles des TCC. Donc, ces pratiques qui sont parfois pas du tout comme on se l'imagine, très assises ou allongées, qui sont très dans la vie, qui sont très inscrites dans le quotidien, vont pouvoir nous permettre, à la fois pour nous, en tant que soignants, de nous préserver de l'épuisement professionnel parce qu'on va poser ces pratiques, mais également pour mieux accompagner nos patients demain et leur permettre à eux-mêmes de se rétablir et d'explorer de nouvelles manières d'être au monde. Donc, le DU débute le 3 octobre 2024. Ce seront 2 journées de théorie qui seront visionnables en replay par mois, plus une demi-journée de pratique le samedi matin qui sera également visionnable en replay, mais que je vous invite à venir quand même à vous connecter si vous souhaitez vous y inscrire. La fin du cursus sera au début mai 2025, avec la rédaction du mémoire qui n'est pas obligatoire. Elle n'est que obligatoire pour ceux qui souhaitent valider le diplôme universitaire. Voilà, j'espère que cette présentation de l'épuisement professionnel vous a convenu et je suis disponible pour vos questions. Alors, y a-t-il des questions? Bonsoir tout le monde. Je vais en profiter pour en lancer une tout de suite, comme ça donne du courage aux timides, parce qu'il y a toujours des timides dans les questions. Est-ce que ces pratiques respiratoires et méditatoires peuvent se faire pendant les soins ou elles doivent se faire entre les soins pour nous autres soignants? Alors, nous, en tant que soignants, on peut, pendant le soin, poser des pratiques pour nous-mêmes en accompagnant le patient, pour rester dans cette empathie et pas plonger dans la sympathie. C'est-à-dire que au cours du diplôme universitaire, je vais vous donner des outils pour qu'on reste dans la posture thérapeutique où on ne se laisse pas contaminer par l'autre. Entre autres choses, j'accompagne des parents endeuillés, donc ça fait partie de mon travail parce que je travaille pour l'association du Point Rose. Donc j'ai au quotidien des parents qui perdent des enfants.
Aujourd'hui, j'en ai encore eu. Je suis moi-même maman. En fait, à un moment donné, si je transfère à chaque fois mes propres angoisses de mère, qui sont toutes les angoisses de mère normales, et que je les réactive en permanence dans la réalité de mon quotidien, je vais m'épuiser. C'est-à-dire que il y a moi ma réalité de mère avec mes enfants où j'ai mes propres angoisses, mes propres névroses et voilà. Mais quand je suis au travail, je ne peux pas projeter à chaque fois mes propres angoisses sur mes patients. Sinon, en fait, toute la journée, je suis épuisée en fait. Donc, pour rester dans cette posture d'être à la fois disponible, mais pas partir avec, oui, moi, je mets en place des pratiques méditatives ou respiratoires pour moi, qui seront enseignées dans ce diplôme universitaire. Mais évidemment, après, je donne des outils aux patients de méditation et de pratiques respiratoires pendant la séance et même parfois en dehors des séances que eux vont s'approprier en dehors de ce temps-là. Parfait. Donc, c'est une formation à la fois pour les patients et pour les thérapeutes. Tout à fait. Merci. En fait, la méditation, elle ne peut pas du tout se proposer si soi-même on ne la pratique pas. En fait, c'est très particulier comme pratique et si on n'est pas même soi-même pratiquant, on ne peut pas le transmettre. On n'est pas crédible en fait. Bon, le patient sent tout de suite qu'on lui donne un exercice à faire mais qu'il n'y a rien derrière, que c'est un exercice parmi tant d'autres. Pour que l'exercice ait du sens, il faut qu'il en ait déjà pour soi, donc il faut qu'on soit convaincu de cet outil. Et en fait, moi, c'est vrai que je suis convaincue de cet outil, mais c'est parce que je m'en sers toute la journée, en fait. Toute la journée, pour moi, d'abord, et pour mes patients. Et parfois, ils font de la méditation, ils ne savent même pas qu'ils en font, hein. Parfois, je leur dis, vous savez, là, vous êtes en train de faire de la méditation. Mais en fait, ils me disent, non, je suis en train de parler. Ah, oui, sauf que ce que je suis en train de te dire, c'est de la méditation. As-tu ressenti au fur et à mesure de ta pratique, parce que c'est vrai qu'en tant que soignant, on a des moments où la sympathie nous submerge, et c'est vraiment extrêmement juste ce que tu as évoqué, parce que moi, ça m'est souvent arrivé de me retrouver submergée. Est-ce que quand on pratique, est-ce qu'on arrive à se mettre en empathie plus facilement pour éviter de trop submerger? Est-ce que ça monte en puissance au fur et à mesure qu'on pratique? Comment tu ressens le... Alors, en fait, il faut quand même être très réaliste. On ne sera jamais que dans l'empathie. C'est-à-dire que par moments, on sera submergé, c'est OK. En fait, c'est normal. Parfois, on entend des histoires, d'abord, soit qui font écho à notre propre histoire, parce qu'on est des êtres humains, soit qui sont bouleversantes de violence ou de gravité, en fait. Donc, c'est d'accepter d'être traversé. Le problème, c'est pas d'être traversé. Le problème, c'est quand on est traversé toute la journée, tous les jours, qui pose problème. Donc, quand ça m'arrive d'être traversée, ok, je suis traversée, c'est pas grave. Après, est-ce que je décide de couper ce que je suis en train de mettre en place ou est-ce que je décide pas? Ça m'arrive parfois de laisser le lien de sympathie parce que faut quand même pas oublier que parfois nous aussi on se répare dans le soin et que si ça ne nous est pas du bien, on fera autre chose en fait. Donc le lien de sympathie parfois il fait du bien, il nous fait du bien aussi. Donc c'est de décider ce qu'on va faire de ce lien. Est-ce qu'on le laisse ou est-ce qu'on le coupe? Et en fait, il y a des liens de sympathie qui n'épuisent pas et il y a des liens de sympathie qui épuisent. Donc, c'est de venir le reconnaître, de venir être juste avec soi. Mais pour se poser, pour arriver à décider ce qu'on fait, etc., puis c'est pas tout le temps la même chose, il faut arriver à prendre un peu de recul. C'est ce recul-là que donne la méditation, plus que les pratiques respiratoires. C'est les pratiques méditatives qui vont donner ce recul-là. Mais elles peuvent être extrêmement courtes, hein. Moi, des pratiques méditatives, je vous dis, elles durent peut-être 2 minutes, quoi. Les patients, ils ne savent pas du tout que je suis en train de me mettre à distance, quoi. Mais
Et c'est même pas physique, c'est moi ce que je mets en place dans ma tête au niveau de mon émotionnel, au niveau de mes ressentis, etc. Donc, le, les outils, ils peuvent être très rapides et être traversé par l'autre, c'est aussi parfois très beau. Et c'est plus, parfois, parfois on est fatigué, mais on n'est pas forcément fatigué par le travail. On peut être fatigué parce que ce jour-là, on est fatigué. Et donc, bah, on sait que ce jour-là, ça va être soit plus compliqué, soit... C'est juste de se connaître. Cette connaissance de soi-même, c'est aussi des pratiques méditatives qui vont nous le donner. C'est passionnant. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des autres questions? Je n'en vois pas pour l'instant. Je vais t'en poser une autre, une dernière ou une avant-dernière, au cas où quelqu'un se savourait finalement. Est-ce qu'il est nécessaire pour faire ce DU ou ces formations d'avoir l'habitude de ces pratiques respiratoires ou de ces méditations? Parce que parfois, quand on entend méditation, on peut se demander, est-ce que ça s'adresse à des gens qui connaissent déjà le domaine ou pas du tout? Non, pas du tout. En fait, euh, même, j'ai envie de dire, plus on est novice, mieux ce sera. Parce que, en fait, je vais déconstruire, les premières journées, je vais déconstruire tout ce que vous pensez savoir de la méditation. Donc, plus on arrive novice, et mieux c'est. Parce que, en fait, la méditation, on croit savoir ce que c'est. Bon, après, évidemment, il y a des gens qui savent ce que c'est, Dieu merci. Et j'ai eu plein de formateurs qui étaient extraordinaires, hein, d'accord? Mais en fait, on arrive avec plein de préjugés. On arrive avec plein d'idées reçues, d'immobilité, de sagesse, de profondeur, de machin, d'un temps. Il faudrait avoir un espace pour, il faudrait faire des rituels, il faudrait. Pas du tout, en fait. Mais vraiment, c'est pas vrai, en fait. Un des livres que j'ai conseillé dans la bibliographie pour le DU, c'est Courir comme on médite. C'est un livre qui est fantastique parce que, en fait, c'est repenser notre rapport à la course à pied. Et en fait, moi qui fais, j'aime bien faire du sport, mais je ne suis pas une compétitrice. Et en fait, à chaque fois, on me disait, ah, t'as couru combien? T'as fait combien de kilomètres? T'as couru combien de temps? Etc. Puis en fait, je disais, ben, je sais pas, j'ai couru en fait. Et j'avais l'impression d'être peut-être pas performante ou que du coup, j'avais pas trop d'ambition ou que j'avais pas envie de progresser parce qu'on me disait, mais du coup, comment tu peux progresser? Et en fait, j'ai lu ce livre et je me suis dit, ah voilà, c'est exactement ce que je fais. En fait, c'est que je m'en fous de progresser. Enfin, je vais pas courir, je vais pas préparer les JO, quoi. J'ai pas de prétention à être, j'ai pas d'aspiration à être championne olympique de course à pied. Donc, en fait, mais pourquoi je vais courir? Bah, je vais courir déjà parce que j'aime être dehors. Je vais courir parce que j'aime être avec mon chien. Je vais courir parce que je vais courir tôt le matin où il y a la lumière du jour et que je trouve ça très beau. Je vais courir parce que bah, ça fait du bien à mon corps et que du coup, bah, je suis en bonne santé et que je me sens plus en forme. Mais je ne vais pas courir pour faire un kilométrage, pour faire une distance, pour augmenter mes performances. En fait, c'est pas ça mon projet. Et du coup, ça nous réinvite à nous questionner sur pourquoi on fait les choses en fait. Alors, ok, ben, il y en a qui font ça pour être performants, pour gagner des courses. Bah, ok, ben, il n'y a aucun problème en fait, tant mieux. Mais je pense pas que toutes les personnes qui courent aient ça comme projet. Sauf qu'en fait, on nous fait croire que c'est le seul projet de la course à pied. Et bah non, en fait. Pourquoi ce serait le seul projet? Et parfois, quand je parle à quelqu'un, pourquoi tu cours? Eh ben, plein de monde me regarde en disant, ben, parce que je cours. Je fais, ah ouais, ben donc tu travailles parce que tu travailles, tu dors parce que tu dors, tu manges parce que tu manges. En fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça n'a pas de sens. Enfin, à un moment donné, tu vas t'arrêter de courir. Ah ouais, ouais, c'est vrai qu'à un moment, bah, du coup, j'ai pas de motivation. Bah, évidemment. Hein. En fait, on ne fait pas les choses pour faire les choses. Oui, à part le ménage, quoi. Le ménage, on fait le ménage pour faire le ménage. Enfin, en dehors du ménage, je vois pas très bien. Enfin, il faut que les choses aient un sens pour qu'on puisse les continuer. C'est comme l'histoire des rituels. En méditation, on va en parler. En fait, si on met en place un rituel qui n'a pas de sens,
ben, on ne tiendra jamais. Si on nous dit alors là, il faut que tu mettes la bougie là, le truc là, que tu mettes l'encens comme ça et que tu t'installes comme ça, mais qu'on ne t'explique pas le sens que ça a pour toi, bah, au bout d'un moment, tu vas dire, oh, j'ai oublié la bougie, j'ai oublié l'encens, j'ai oublié le machin. Donc, pour répondre à ta question, plus on a de personnes novices qui ont envie d'explorer une forme de sens à nous-mêmes, plus ce sera peut-être pertinent pour eux, mais je serais très contente aussi de déconstruire les fausses croyances de certains, de conforter peut-être des croyances établies qui sont pertinentes, et puis d'enrichir mes propres pratiques. S'il y en a des qui sont expérimentés, ben, venez, je suis toujours heureuse d'apprendre des autres, moi. Magnifique réponse, vraiment magnifique. Voilà, est-ce qu'il y a une dernière question? Non, c'est très bien. Mais écoute, je trouve que c'est une belle conclusion. Donc, si vous voulez redonner du sens à ce que vous faites, je vous invite à venir faire la formation avec Marie. On se dit à très bientôt. Marie, merci beaucoup d'avoir accepté de Merci. prendre la parole Bonne un soir soirée. de un match de foot. Donc, bonne Ah, soirée à voilà. tout le monde. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Ciao, ciao. Au revoir.